Hyacinthe Mauduit, le trésor. Il était une fois, au centre de plongée sous-marine de Bethesda, dans le Maryland, un homme grenouille que ses camarades avaient surnommé Clark Ice. C'était un plongeur si extraordinaire qu'on n'en aurait pas trouvé trois comme lui du nord au sud de l'Amérique. Il avait toutes les qualités, rapidité, souplesse et endurance. Avec ça, d'une audace incroyable, quand il était bien décidé. Il fallait le voir plonger, c'était un spectacle. Il bondissait à l'eau avec une sorte de fureur, lançait ses palmes vers le ciel le temps d'un éclair, puis s'évanouissait comme une grande flamme noire. Et on croyait le distinguer encore qu'elle avait disparu depuis longtemps déjà, filant vers le fond à la vitesse d'une flèche, rasant les rochers, écartant les algues, fouillant la nuit des profondeurs à 60, 80, 100 mètres, 120 mètres une fois. De quoi rêver? C'était un as, Clark Ice, comme homme grenouille, un vrai champion. Malheureusement, il avait toujours froid. Même l'été, en plein soleil, il avait la chair de poule, et il trouvait l'eau si glaciale, même si elle était chaude, ce qui arrivait quelquefois qu'en remontant de plongée, il ne manquait jamais de dire qu'il était gelé comme un ice cream, d'où son surnom, qu'il ne sentait plus ni son masque ni ses palmes, et qu'il ne passerait sûrement pas son existence à se promener sous l'eau dans ces conditions-là. Comme c'était un plongeur de grande classe, les médecins du centre ne cessaient pas de l'examiner les uns après les autres. On lui écoutait le cœur, on lui palpait la rate, le foie, on lui branchait aux bras, aux jambes et à la nuque des appareils d'une complication incroyable. Mais on ne trouvait jamais rien d'anormal. Enveloppement, massage, piqûre, rien n'y faisait rien. Il avait toujours froid. Froid à battre la semelle. C'est pourquoi, dès qu'il eut terminé son stage à Bethesda, Clark décida de s'établir dans une des villes les plus chaudes de Floride, à Everglades, entre Tampa et Miami. Tout d'abord, il eut bon espoir. Qu'on le veuille ou non, les tropiques sont des tropiques. Presque jamais de vent et toujours le soleil. Et puis, il y avait ces fleurs, ces fruits, cette terre dorée, cette mer brasillante, et tous ces gens plus ou moins nus que la chaleur accablait. Les thermomètres surtout lui permettaient de garder courage, 50 degrés à l'ombre. Mais ce n'était qu'un pauvre espoir, et au bout d'une semaine, Clark dut se rendre à l'évidence. Il avait froid. Il avait toujours froid, malgré le soleil, malgré le Gulf Stream, malgré les vents des Bahamas et du Mexique, brûlants du moins à ce qu'on disait. En désespoir de cause, il alla voir une vieille créole qui passait dans le pays pour en savoir beaucoup plus long sur le chaud et le froid que les plus fins médecins d'Amérique. Elle lui prit $2, puis la main droite, lui demanda son nom et hocha la tête. « Je vois ce qu'il te faut, dit-elle enfin. Tu as froid au cœur, Clark Ice. Il te faut une femme. » « Ok, dit Clark, je vais m'en occuper. » 8 jours plus tard, alors qu'il grelottait à la terrasse d'un snack, une jeune fille en robe verte, avec une bouche épaisse et de longs cheveux roux, vint s'asseoir près de lui. Elle n'était pas jolie, oh non. Elle avait dans le regard un je ne sais quoi qui rappelait à Clark Ice une petite noyée qu'il avait découverte un dimanche soir à Bethesda au cours d'une plongée promenade. De plus, mais ce n'était peut-être qu'une illusion, à un certain moment il crut la voir frissonner. « Il fait beaucoup moins chaud qu'on ne pense, pas vrai ?» dit-il, sous les tropiques. « Oh oui, dit-elle. »« C'est embêtant, ajouta Clark. Avec un soleil comme ça, tout le monde devrait avoir chaud, n'est-ce pas? Vous, moi, tout le monde? Absolument tout le monde. Oh oui, dit-elle encore. Malheureusement, ce n'est pas le cas, fit Clark. Tenez, par exemple, j'ai toujours froid, surtout dans l'eau. Et par là-dessus, je suis homme grenouille. Oui, fit-elle. Cela vous arrive aussi, pas vrai? Reprit Clark. Je veux dire d'avoir froid.
de souffrir du froid, je sais pas moi, jusqu'aux os, jusqu'à l'âme. Oui, oui, dit-elle encore, oui, cela m'arrive. Clark Ice comprit qu'elle était un peu sotte et qu'elle disait toujours oui, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Mais il considéra que c'était sans importance s'il y gagnait un peu de chaleur, et le lendemain il l'épousa. Malheureusement, quand il sortit du temple, il avait toujours froid. Et de même les jours suivants, debout, couché, à table ou au travail, bien que sa femme, qui s'appelait Else, l'entoura de toutes les attentions possibles et en particulier lui tricota à longueur de journée des écharpes de laine, des pullovers à col roulé et des chaussettes de montagnard. Ce n'était pas du tout ce qu'espérait Clark Ice, mais pas du tout, et il pensait avec rancune à la vieille créole. Cependant, comme il était aussi brave homme qu'il était grand plongeur, il se surprit à affirmer non pas qu'il avait chaud, mais qu'il sentait moins le froid, et qu'avec un peu de chance il finirait par s'éponger le front, comme tout le monde, et par brancher le climatiseur. En attendant, il continuait à frissonner en cachette, et de temps en temps, quand il posait les yeux sur Else, il s'étonnait de la voir là, et qu'elle fût sa femme, alors qu'il avait toujours froid. L'année suivante, heureusement, les choses changèrent. Au début de l'automne, un dimanche matin, Else mit au monde une fille avec de grands yeux bleus. Clark eut tant à faire ce jour-là qu'il n'eut pas un moment pour se dire qu'il faisait froid et pour pester contre la vieille créole. Et pas davantage le lendemain, ni les 10 jours qui suivirent. Il avait trop à faire. Sa femme, la maison, la cuisine et la lessive l'après-midi, sans compter les plongées auxquelles il s'était engagé par contrat. Surtout, il y avait cette petite fille. Il la regardait souvent, cette petite fille. Le matin, à midi, le soir, en revenant de plonger, et quelquefois pendant des heures la nuit, quand elle se réveillait. Elle avait des yeux si clairs qu'il les voyait briller dans l'ombre, comme des étoiles. « On t'appellera Estelle, décida Clark. Et quand tu seras un peu plus grande, je t'achèterai tout ce que tu voudras. » En attendant, chaque jour, il lui achetait une rose qu'il attachait au-dessus de son berceau. Puis, comme elle risquait d'avoir beaucoup trop chaud dans cette étroite chambre qu'il occupait déjà quand il était célibataire, il acheta dès le lendemain un vieux bungalow de 3 pièces, face à la mer, avec un grand jardin rempli de yucca et d'orchis pourpres, où il planta sans plus attendre un minuscule agave qui grandirait, se dit-il, en même temps qu'Estelle et fleurirait quand elle aurait 15 ans. En s'installant dans le bungalow, il était si plein d'enthousiasme qu'il attendit le soir avec impatience, et que, la nuit venue, il prit sa fille dans ses bras et alla s'asseoir dans le jardin, près de l'agave. La mer brillait sous les étoiles, une mer de soie et d'or, presque sans vagues, presque sans murmure, si belle qu'il lui semblait la voir pour la première fois. Et quand la brise se leva, un peu plus tard, toute chargée d'un parfum de rose et d'azalée, mais vive tout de même, presque fraîche, Clark Ice ouvrit le col de sa chemise et se dit que c'était ok, fini la chair de poule. Un homme grenouille, qui ne craint pas le froid, en vaut 2, chacun sait cela. C'était un cas, Clark Ice, à Bethesda. Mais quand on le vit plonger au large de Panama City, pulvériser tous ses records, sortir de l'eau le sourire aux lèvres pour plonger à Tampa le soir même, le lendemain à Miami et le surlendemain à Jacksonville, on eut vite fait de comprendre que quelque chose avait changé, et qu'il tenait la forme cette fois, la très grande forme. Certains allaient même jusqu'à murmurer que lui seul, de toutes les Amériques, était capable de plonger sur les quais de Floride à une profondeur suffisante pour y repêcher, en quelques jours, plus d'or et de bijoux que n'en possédaient l'ensemble tous les Richards de Miami. C'était aussi l'avis du vieux Jack White de Bradenton, un ancien plongeur de Key West qui avait eu son heure de gloire. Vers la fin de l'hiver, le vieux Jack White tomba malade. C'était la première fois. Le médecin lui apprit que c'était aussi la dernière et il lui donna 2 jours pour faire son testament.
Un seul suffira, dit le vieux Wade. Allez me chercher Clark Ice. 2 heures plus tard, Clark arriva. Assieds-toi, dit le vieux, et ouvre tes oreilles. Connaîtrais-tu un certain Patterson des Bahamas, William Patterson? Non, dit Clark. Eh bien moi, je le connais, dit le vieux. En moins de 10 ans, j'ai vendu à ce Patterson-là pour $20,000 de Camelot. Rien que des choses rares, en or et argent, sans compter les doublons. Qu'est-ce qu'un doublon? Une vieille pièce d'or, dit Wade. Tout ce qu'il y a de vieux. Mais la question n'est pas là. Tu ferais mieux de me demander où j'ai trouvé la marchandise. Du côté de Key West, dit Clark. Tout juste. Entre la pointe de San Fredo et l'île John Paul, par un peu plus de 70 mètres de fond. Mais si j'avais été Clark Ice, c'est à 1 mille de là que j'aurais plongé, face à l'ouest. Il y a là une sorte de cirque. Au fond du cirque, une petite fosse. Et dans la fosse, quelque chose qui pourrait bien être, comme qui dirait, un de ces galions qui faisaient la route des Antilles vers 1500 et des poussières. Je l'ai vu comme je te vois, mais de loin, encore à plus de 30 mètres, et impossible de descendre plus bas, je manquais de souffle. As-tu peur des requins? Pas que je sache, dit Clark. Alors, dit le vieux, ta fortune est faite. Tu feras dire une messe pour moi. Clark Ice rentra chez lui, embrassa sa fille, se coucha, et le lendemain, comme chaque jour, alla plonger sur le chantier de Pampa. Il n'était pas fou. Il savait bien que chaque année, une bonne trentaine de chercheurs de trésors laissent leur peau du côté de Key West, qui à cause du requin, qui à cause des courants, et que les quais de Floride, trésor ou pas, ont toujours fait plus d'orphelins que de millionnaires. Non qu'il eût peur, il était heureux simplement. Il élevait sa fille, il n'avait plus froid, ça valait bien toutes les richesses. Autant qu'un grand plongeur, c'était un sage Clark Ice, et il oublia le vieux, l'écueil et le trésor. Cependant, en même temps que la gave, Estelle grandissait. Bientôt elle marcha, parla, courut, chanta, dansa la ronde et se mit à bouder, de temps en temps, comme toutes les autres petites filles. Mais elle était plus jolie qu'aucune d'elles. De grands yeux bleus, des lèvres rouges, de longs cheveux blonds et des oreilles minuscules. De surcroît, douce, enjouée, intelligente aussi, toujours la première à l'école, et si cocasse dans ses réflexions que l'homme grenouille en coassait de rire. Ils ne se quittaient pas tous les deux. Le soir, ils allaient s'asseoir au jardin près de la gave, derrière un massif de yucca, et ils parlaient de toutes sortes de choses, des fleurs, des oiseaux, des étoiles, de la mer, même du requin parfois, qu'ils appelaient oncle John, et des galions chargés d'or et d'argent que les Espagnols de Cortés avaient perdus sur la route des Antilles. C'était délicieux. Malheureusement, le temps passait vite, et la gave grandissait. Estelle aussi. Ce n'est pas possible, pensait Clark Ice. 8 ans déjà, 9 ans, 10 ans. C'était incontestable pourtant, et quand son cœur protestait, il lui suffisait de jeter un regard vers sa femme. Elle avait vieilli, Else, toute ridée maintenant, jaune comme un coin et le cheveu rare. Toujours assez sotte, en revanche, et de plus en plus silencieuse, mais elle tenait si peu de place dans la maison qu'on la voyait à peine, pour ainsi dire. Et puis, la gave fleurit. Estelle avait déjà 15 ans. Maintenant qu'il a fleuri, il va mourir, dit Ice avec tristesse. Mais c'est sans importance. Je ne l'ai jamais trouvé très beau, reprit Estelle. Plus tard dans mon propriété, j'en ferai pas planter un seul, je préfère les roses. Dans ta propriété, dit Ice. Quelle propriété? Mais celle que j'achèterai à Los Angeles ou à Frisco ou à New York, quand je serai médecin. Médecin, dit Ice. Tu veux être médecin, Estelle? Peut-être même chirurgien. Je préférerais d'ailleurs. J'aurai une grande clinique toute blanche et verte avec 5 fois plus de chambres qu'à l'hôpital d'Everglade.
Voilà qui est nouveau, dit Clark. Jusqu'à présent, tu as voulu être pâtissière, marchande des 4 saisons, coiffeuse pour dames, trapéziste. Tu changeras bien encore une fois. Absolument pas, dit Estelle. Dans ce temps-là, j'étais petite. Maintenant, j'ai 15 ans, presque 16. Tu ne me vois pas grandir, papa. Clark en resta rêveur, mais pas longtemps. À première vue, Estelle était si douée pour les études, si tenace dans l'effort, si raisonnable surtout, qu'il n'y avait aucune raison évidemment pour qu'elle ne devînt pas ce qu'elle avait dit, médecin chirurgien ou autre chose. D'un autre côté, tout cela risquait de coûter énormément d'argent, surtout la clinique. « J'y réfléchirai, dit-il. Pour le moment, travaille. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis 15 ans, tard dans la nuit, assis au pied de la gaffe condamnée, Clark Hayes songea au vieux Wade. L'année suivante, Estelle s'inscrivit à l'université. « Toujours envie de devenir médecin ?» dit Clark. Naturellement, elle n'avait pas changé d'idée. Elle avait de la tête, cette petite. « Dans ce cas, écoute-moi, dit Clark. Pour une raison que je n'ai pas à te donner, tu me trouveras rarement ici quand tu viendras le samedi ou le dimanche. Je serai à travailler. Et si je suis à travailler, fais-moi confiance, c'est que je travaille. Ne va pas croire que j'aille t'oublier. » Elle avait les larmes aux yeux. Clark Hayes aussi. Il la regarda s'en aller et 4 jours plus tard, il attaquait les Keys. Les débuts furent difficiles. Le cœur n'y était pas. Au bout de 3 mois, il n'avait encore découvert qu'un vieux plat d'étain, une douzaine et demie d'engins de pêche et une sorte de longue vue, certainement ancienne, qu'un antiquaire de Pétersbourg lui paya $20. C'était peu. Mais Clark Hayes ne se décourageait pas. Il n'avait encore exploré que la partie est des Keys, pour s'entraîner à des plongées de plus en plus longues avant de s'attaquer à la fosse dont lui avait parlé le vieux Wade. De plus, chaque dimanche, en fin d'après-midi, quand il revenait à Everglade, Estelle l'attendait. Il n'avait qu'un moment jusqu'au train de nuit, mais ce moment suffisait à Clark Hayes pour retrouver les heures de naguère, les heures du soir au jardin, avec le vieil agave, les yuccas, les orchis pourpres, et Estelle telle qu'elle était dans ce temps-là. Parce qu'elle avait changé. Non qu'elle fût moins belle, peut-être même au contraire, mais elle avait quelque chose de nouveau dans le regard, une sorte de dureté, de désinvolture et de méfiance dont Clark Hayes s'étonna. « C'est que je me maquille, fit Estelle. Tu ne vois pas que j'ai du noir aux yeux ?» C'était vrai. Tant pis, maquillée ou pas, elle serait médecin, Estelle. Elle aurait sa clinique. Et le lendemain, il repartait sur les Keys. 3 nouveaux mois passèrent. De trésors, toujours pas. Bien qu'il plongeât maintenant entre la pointe de San Fredo et l'île John Paul, sur des fonds de 80 mètres, parmi les premières algues rouges et d'éblouissants tourbillons de poissons de toute taille, de toute forme, de toute couleur. Mais toujours rien qui vaille. Il descendait alors jusqu'à 100 mètres, et brusquement l'espoir naquit. Alors qu'il parcourait un long couloir zigzagant parmi les récifs, il aperçut une poutre épaisse et noire, avec, fixée par une courte chaîne, 2 fers de cheville comme on en posait aux esclaves autrefois. « Ok, se dit Clark, nous y voilà. Je tiens le bon bout ou je ne suis qu'un post-type. » Il remonta sa prise, revint à Everglade, mais Estelle n'était pas là. Elle ne vint pas non plus la semaine suivante, ni le mois suivant. Il est vrai qu'elle écrivit une carte « Je vais très bien, je suis heureuse, bonne plongée pour papa ». Elle ne parlait pas de son travail. Elle n'ose peut-être pas, dit Clark. Elle n'a jamais aimé se vanter. Lui non plus. Il aurait pu le faire pourtant. Au cours de ce mois-là, dans la fosse, entre 90 et 110 mètres de fond, il avait repêché pour $600 de camelote. 2 paires de pistolets, 3 casques, un petit coffre à 10 serrures, vide, il est vrai, mais du XVe siècle, comme tout le reste. Et pour la première fois, la veille, une grosse pièce d'or à l'effigie du roi d'Espagne. Mais lequel ? Il n'était pas loin de l'épave dont lui avait parlé le vieux Wade maintenant. Il le sentait, il le savait.
et quoi qu'il eût la volonté de ménager ses forces, il était pressé d'aboutir. Estelle reparut enfin. Elle portait une robe rouge à rayures blanches, de fins souliers noirs et à l'annuaire de la main droite une petite bague. Elle était plus jolie que jamais, bien sûr. Clark sourit du mieux qu'il put, bien qu'il eût le cœur triste. « Tu vas à Miami ?» dit-il. « Je te vois là comme une princesse. »« Je n'y vais pas, » dit-elle, « j'y suis. »« J'y suis depuis 3 semaines. »« À Miami ?» reprit Clark. « Mais que fais-tu à Miami ?»« Je travaille, » dit Estelle. « Je suis secrétaire, en attendant. »« En attendant quoi ?» Elle connaît un jeune homme dont le papa gagne beaucoup d'argent et elle veut se marier, et elle me l'a dit, fit Else, qui n'avait de toute sa vie jamais prononcé une phrase aussi longue. « Tu deviens bavarde, » dit Clark. Puis il se tourna vers sa fille. « C'est vrai, tout ça ? Et tes études, Estelle ?»« J'ai abandonné, » dit Estelle. « J'en ai assez. Maintenant, je veux me marier. »« Tu veux te marier, tu veux te marier. Tu te marieras plus tard, » fit Ice. « Qu'est-ce qu'il fait, ce garçon-là ?»« Rien, » fit Estelle. « Nous nous aimons. Il veut se marier, comme moi. »« Comme toi ?»« Et la médecine, » reprit Clark Ice avec colère. « Et la clinique que tu voulais avoir, le jardin, les roses. »« C'était un rêve, » fit Estelle. « Maintenant, je préfère me marier, voilà. »« Tu es folle, » dit Clark, « complètement folle. »« Viens voir, tiens, viens voir. » Il lui montra une petite boîte. Il y avait là-dedans $650, toute sa richesse. « Tu veux de l'argent, » dit Clark. « Eh bien, regarde ça. » Et ce n'est qu'un commencement, un tout petit commencement. Dans 1 mois, peut-être même dans 3 semaines, ou dans 15 jours, demain peut-être, j'aurai plus d'or à te donner que tous les jeunes hommes du monde. Et tu seras médecin, si tu le veux encore, ou chirurgien, ou tout ce que tu voudras pourvu que tu sois heureuse. M'entends-tu, Estelle ? Elle entendait, mais elle ne comprenait pas. Elle souriait pourtant, et il vit les yeux noyés de larmes, comme le soir où elle partait à l'université. Alors, il lui montra la mer. « Je plonge sur les quais depuis 7 mois, dit-il. Je sais ce que je cherche. Tout ce que tu peux désirer, des robes, des bijoux, une maison, autant de voitures que tu voudras, ta vie, la mienne, tout est là-bas. Estelle, sous l'eau, par 120 mètres de fond. Me comprends-tu ? Alors laisse-moi chercher. Et quand j'aurai trouvé, tu n'auras plus besoin de personne. »« Mais je n'ai besoin de personne, dit-elle. Du moins, pas grand monde. Je veux me marier, un point c'est tout. » Pauvre Clark Ice. Il tint bon jusqu'à l'aube. Il épuisa son souffle comme un vaillant plongeur, pria, jura, menaça. Mais rien n'y fit, comme toujours, au contraire. « Je te convaincrai, dit-il, et dès demain, quand tu verras le trésor. » Il partit le jour même. L'eau était belle le lendemain sur les quais. Comme toujours, au moment de plonger cependant, Clark hésita. La mer clapotait doucement autour de lui, léchait ses palmes. Elle l'appelait, c'était visible. Elle était brave, cette mer, accueillante et douce, comme délicate, et prête à toutes les générosités, il le savait. De ce côté-là, il n'avait pas à se plaindre. Mais il était triste, Clark Ice. De plus, il frissonnait de nouveau, maintenant, malgré le soleil, comme autrefois. C'était revenu, et juste au moment de plonger, après plus de 17 ans. Il regardait ses jambes, ses bras, cette peau épaisse granuleuse. C'est curieux, le froid. Ça part, ça revient, on ne sait même pas pourquoi. C'est à n'y rien comprendre. Il plongea pourtant, et se mit tout de suite à grelotter. Mais après tout, ce n'était qu'une habitude à reprendre. Il lui suffisait de s'appliquer, comme il le faisait à Bethesda, de bien surveiller le jeu de ses muscles, le rythme de sa respiration, et de rester souple le plus possible. De se concentrer aussi. Mais c'était difficile, très difficile, surtout au-dessous de 50 mètres. Quoi qu'il fît pour le retenir, son esprit s'enfuyait sans cesse, comme les bulles de son inhalateur. C'était plus fort que lui. Il était en plongée, et en même temps à la maison, puis à Miami, et il ne savait où encore, peut-être à New York ou à Frisco, le tout à la même seconde.
Ça ne l'empêchait pas de descendre vers la fosse du vieux Wide. Heureusement, -60, -70, -80, ni de reconnaître ses repères l'un après l'autre avec tout le soin désirable. Ici l'arche de corail, là le second couloir, plus loin ceux-ci et puis ceux-là, ni même d'écarter un mérou ou un nuage de poissons nains de temps en temps, d'une grande claque, ça faisait partie du travail. 90, 100 mètres, 110 mètres. Dommage qu'il eût froid, bien qu'à la vérité il n'y pensât plus guère, maintenant qu'il atteignait la fosse. C'était à l'épave qu'il pensait, mais avec beaucoup de calme, comme à une chose qui va de soi et dont on ne saurait ni s'étonner ni s'émouvoir. Il pensait à Estelle aussi, et à la gave. « Eh là, se dit-il, la gave, pas de blague, j'ai besoin de toute mon attention. » Pourtant c'était indiscutable. Estelle et lui s'asseyaient au jardin chaque soir, derrière le massif de yucca, près de la gave justement, et ils parlaient de toutes sortes de choses, des fleurs, des oiseaux, de la mer, des étoiles, même du requin parfois. C'était charmant. Mais ce l'était encore. Il suffisait d'ouvrir les yeux. Tout cela était au fond de la mer maintenant. Estelle, la gave, les yuccas, les fleurs et les étoiles. Tout le reste quoi, sauf les oiseaux et le requin. Et pour le requin, c'était encore à voir. Il était rapide, l'oncle John, bien qu'il se tînt plus tôt à l'étage supérieur. En attendant, il descendait toujours, lui, avec Estelle, la gave et les yuccas. Mais il n'y avait plus d'étoiles. Elles ont lâché, se dit-il. Tant pis, je trouverai bien quelque chose qui les remplacera. Ce fut alors qu'il vit l'épave. Il avait raison, le vieux Wide. Elle était juste au fond de la fosse, sagement couchée sur le côté, comme une barque à marée basse. Et il y avait tant de pièces d'or autour d'elle, tant de bijoux, tant de pierreries, que toute la mer en scintillait. Il y avait surtout, sur le sable, sur les coraux, les algues et même au-dessus, des milliers de pièces d'or, nageant dans l'eau, comme suspendues dans l'eau, et animées du même mouvement qu'elle. Celle-là d'abord, se dit Clark. Il tenta d'en saisir une, mais elle lui échappa. Puis une autre, encore une autre. En vain, toujours en vain. Il avait beau fouetter l'eau de ses palmes, tendre ses bras roidis et d'un coup de rein se retourner, elle fuyait toujours, ou s'évanouissait dans sa main pour reparaître ailleurs et se remettre à danser, mobile et impalpable, comme des taches de soleil. Puis, brusquement, elles disparurent. Le froid, se dit Clark. Il essayait de nager encore, mais il était si las maintenant, si las qu'il n'avait plus qu'un désir, s'étendre, dormir, se reposer là, bien que l'eau fût froide de plus en plus froide, froide comme un ice cream. Ça ne valait pas la peine de quitter Bethesda. Ainsi mourut Clark Ice. Toute l'Amérique plaignit son sort, mais sans rien y comprendre. On parla des requins, de la narcose de l'azote, des étages de décompression, de la vitesse des bulles à la remontée, de trésors aussi, quoique très peu, et sur le ton du conte, comme s'il se fût agi des richesses d'Ali Baba. Personne ne parla du froid, sauf Else, en 2 mots. N'en eût-elle prononcé qu'un, qu'elle eût déplu de la même manière. Sa fille la rabroua. « Le froid, quel froid ! En Floride, on ne meurt pas de froid, dit-elle. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver des histoires et des poésies sur ma chaîne Entendre lire.